Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Ça suppose d'abord d'être très organisé, de penser sa stratégie et de se protéger au pays d'origine. On aura une vraie capacité à défendre ses intérêts en Chine si on a défendu ses intérêts et bien protégé sa propriété intellectuelle, ses actifs immatériels dans le pays d'origine, puisque c'est dans le pays d'origine qu'on a créé, qu'on a inventé. Et la deuxième recette, c'est qu'il ne faut rien céder sur ses intérêts. Ne pas se laisser entraîner, attendre, comme je le disais dans la matinale ce matin, si on va vous tester lorsque vous voudrez coopérer avec des tiers, et on verra quelle est votre capacité à défendre vos intérêts et à défendre les intérêts du partenariat que vous recherchez. Et donc ne pas céder, passer le test, je dirais même en contre-testant vos partenaires chinois, en vérifiant qu'eux-mêmes respectent bien les règles, et laisser venir. Ne pas à tout prix vouloir avancer. Si on veut comprendre comment ça fonctionne, moi je recommande une lecture, celle d'Henry Kissinger, qui raconte les rapports diplomatiques des États-Unis avec la Chine sur les décennies qui viennent de s'écouler. Ça s'appelle De la Chine, c'est paru il n'y a pas très longtemps. Et on voit derrière l'intelligence du négociateur et du diplomate toute la culture chinoise qui s'exprime dans la capacité de réfléchir, d'attendre, de peser, de savoir perdre pour gagner. C'est une excellente introduction à la négociation en Chine, et à la négociation d'ailleurs en général, qui est un art à soi seul. Point très important. Donc la propriété intellectuelle, on sait qu'il y a le brevet, la marque, tout ça est bien cadré. Le savoir-faire, c'est plus difficile et on est moins bon en France parce qu'on l'enseigne moins et on a des raisons diverses de ne pas l'implémenter. Les Américains, par exemple, qui ont l'obligation, pour avoir des brevets valables, de protéger leur savoir-faire, pour des raisons un peu complexes à expliquer, juridiques à expliquer, le mettent en œuvre. Nous ne le mettons pas. Ce qui est très important, c'est que le savoir-faire ne peut protéger que si à la fois il est secret, mais il est exprimé. Pour protéger votre savoir-faire, vous devez donc l'écrire quelque part et le garder confidentiel au plan physique et également au plan contractuel vis-à-vis de toutes les personnes qui doivent y avoir accès ou connaissance dans le fonctionnement de l'entreprise. Et la clé est dans cette capacité d'exprimer tout ce qui a une valeur, ce qui est un exercice pas si simple, et de le conserver juridiquement et physiquement confidentiel. Si vous avez ces deux éléments, vous aurez les forces probatoires, les éléments probants qui vous permettront de faire valoir votre savoir-faire à la fois devant un tribunal français, un tribunal américain ou un tribunal chinois.